Bonsoir à tous, bienvenue dans À votre avis. C'était une première à Tours. Le 1er mai dernier, dirigé par un policier, un drone a survolé la manifestation pour éviter tout débordement. C'est un décret du 19 avril qui l'autorise. Les nouvelles technologies comme ces drones révolutionnent le secteur de la sécurité. Mais en contrepartie, peuvent-ils porter atteinte à nos droits, à nos libertés? Nos deux invités nous donnent leur avis, on les retrouve. Les drones, sécurité ou atteinte à nos libertés, c'est la question ce soir. Je la pose à Daniel Guillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes aussi le président de la Ligue des droits de l'homme de l'Indre. Et Bruno Berger, vous êtes secrétaire zonal adjoint du syndicat Alternative Police CFDT en Centre-Val de Loire. Bonsoir. Bonsoir, tout à fait. D'abord, quel est l'atout principal des drones? Qu'est-ce qu'ils vous apportent sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils apportent aux policiers sur le terrain? Alors l'avantage des drones, et là c'est d'actualité, dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, ça permet d'orienter le travail des policiers sur le terrain en ciblant des groupes, des déambulateurs, des groupes casqués, des gens qui viennent dans les manifestations pour casser, et de sécuriser l'intervention d'une part des policiers, mais également des manifestants pacifiques. Daniel Guillet, c'est quoi l'inconvénient des drones? Il peut porter atteinte à nos droits, nos libertés, comme je le disais. C'est quoi le risque? Il y a un risque majeur parce que nous sommes sur une pente dangereuse. Je rappellerai que le principe, c'est la liberté. Les mesures de police, c'est l'exception. Et là, j'ai l'impression qu'on renverse le paradigme avec toutes les difficultés que cela entraîne. Pourquoi? Parce que l'utilisation des drones ne doit pas devenir un usage commun. Ça ne doit pas être utilisé de manière finalement banale, ça doit demeurer l'exception. Et d'ailleurs, c'est l'esprit du texte, que vous avez une législation très récente à ce titre, parce que c'est une loi du 24 janvier 2022, avec un décret d'application qui vient simplement d'être pris là, le 19 avril dernier, donc il y a quelques jours. Mais le texte est très clair. Le texte est L242-4 du Code de la sécurité intérieure qui dit que les drones doivent être utilisés de manière strictement nécessaire. Et donc, on le comprend bien, selon vous, c'est pas forcément respecté. On va rentrer dans les détails, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde ces quelques chiffres. La police nationale possède plus de 257 drones, 299 à la disposition de la gendarmerie nationale. Ce sont les derniers chiffres publiés. Ils datent de 2021. Et pour les guider, les forces de l'ordre s'appuient sur 464 pilotes. Au total, Bruno Berger, en juillet 2019, la police avait seulement 30 drones à sa disposition. Aujourd'hui, 257, une croissance fulgurante. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une menace qui est grandissante? Non, mais je pense, et pour revenir sur les propos, parce que l'utilisation des drones est très encadrée, et vous l'avez dit dans le décret, il y a beaucoup de choses qui sont proscrites, notamment c'est le préfet qui doit décider, c'est étudié au cas par cas. La CNIL et le Conseil d'État ont validé en mettant des restrictions. Donc après, c'est un outil fabuleux pour lutter contre l'insécurité. On va parler certainement des rodéos motos, où là, dans le cadre des manifestations qui, pour le coup, sont toutes pacifistes, et la CFDT est là pour garantir le droit de manifester, et nous manifestons nous-mêmes policiers dans les dernières manifestations. Mais par contre, ça permet de localiser ces groupes de casseurs qu'on a du mal à interpeller bien souvent, qu'on a du mal à identifier, savoir où ils cachent également les armes, les pavés, etc. Donc c'est un outil qui va amener de la sécurité aux policiers intervenants et qui va, dans le débat de la police plus violente, va permettre de faire des interventions beaucoup plus ciblées et de moins aller dans la foule. Donc on trouve que c'est un produit qui est tout à fait nécessaire. On parle de cette loi qui est assez nouvelle, et pourtant on envoyait des drones, par exemple lors du confinement à Orléans, des drones qui ont survolé la ville pour vérifier que le confinement était bien respecté. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui c'est nouveau? Finalement, ça existait déjà avant. Alors, d'abord, il faut savoir que le drone est né dans le Berry, à Avord, précisément, sur la base aéronautique. C'était Max Boucher, c'est le premier qui a construit un drone, donc où il n'y avait pas de pilote, c'est le propre du drone. Néanmoins, les militaires à l'époque avaient estimé que ça n'avait strictement aucun intérêt. Donc ça avait été abandonné. On voit aujourd'hui que ça en a, et c'est ressorti avec le confinement. Puisque c'est là où le ministère de l'Intérieur a acheté des drones pour surveiller justement si le confinement était respecté, en toute illégalité du reste, puisque la LDH a agi
a saisi les tribunaux compétents, le tribunal administratif de Paris en l'espèce, et c'est allé devant le Conseil d'État qui a annulé effectivement cette autorisation de survoler comme ça en drone pour surveiller dans le cadre de ce confinement, parce qu'en plus il n'y avait pas de législation à l'époque, car comme je viens de l'indiquer, c'est tout à fait récent. Donc il y avait un vide juridique sur l'utilisation des drones par les forces de l'ordre. Voilà. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, vous avez la législation, mais qui est extrêmement stricte, comme cela a été rappelé, et qui, à mon sens, est détournée aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres choses, puisqu'on a toute une flopée d'arrêtés qui interdit les rassemblements, qui interdit les manifestations, qui interdit les éléments, les portatifs sonores, c'est-à-dire qu'on interdit les casserolades. Tout cela est extrêmement inquiétant et tous ces arrêtés, du reste, sont pris de manière totalement déloyale, puisque j'en veux pour preuve, par exemple, si vous voulez un exemple, la Première ministre est venue à Châteauroux le 21 avril dernier, et vous avez un arrêté du 20 avril, c'est-à-dire la veille, qu'on a appris le matin même pour 14 heures, c'est-à-dire l'impossibilité de contester devant les tribunaux ces arrêtés qui pourtant sont contestables, et quand il y a un recours à leur encontre, ils sont annulés, mais encore faut-il avoir le temps. Donc la LDH, là encore, s'est mobilisée. J'en veux pour preuve une décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris contre des arrêtés pris par le préfet de Paris qui étaient quotidiens, des arrêtés quotidiens qui interdisaient des rassemblements. Cela a été annulé et le juge a sommé le préfet de Paris de prévenir avec suffisamment de délai de prévenance suffisant afin justement de pouvoir permettre aux intéressés de contester éventuellement ces arrêtés. Et je vous le disais, c'était une première à Tours. Les forces de l'ordre ont utilisé un drone pour surveiller la manifestation du 1er mai dernier. C'était le cas aussi à Paris, au Havre ou encore à Bordeaux, au grand regret de plusieurs organisations de défense des droits et des libertés. Thibaut Barberac. Officiellement, c'est pour mieux détecter la présence de casseurs vus dans plusieurs manifestations que les forces de l'ordre vont utiliser des drones. À Nantes, Bordeaux, Paris, Lyon et dans quelques autres villes, les préfets ont pris des arrêtés autorisant policiers et gendarmes à filmer les manifestants depuis le ciel. Dans la capitale, les autorités redoutent la présence de 2000 casseurs, certains venus de l'étranger. Les drones viendront en supplément des caméras de surveillance placées dans les rues. Mais des associations de défense des droits de l'homme et d'avocats s'opposent à leur utilisation. Ils ont saisi les tribunaux car ils s'inquiètent entre autres de la conservation des images. La loi prévoit qu'elles peuvent être conservées jusqu'à 7 jours. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va en faire pendant cette période? Est-ce qu'il y a une anonymisation? Et l'autre question aussi qui se pose, et qui n'est pas résolue par l'arrêté préfectoral, c'est si le drone filme des espaces privés. La loi précise que les drones peuvent être utilisés pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique en cas de risque de troubles graves à l'ordre public. Mais elle fixe des interdictions. Filmer l'intérieur des domiciles et leurs entrées, capter du son et utiliser de la reconnaissance faciale. Tous les tribunaux qui avaient été saisis ont finalement autorisé l'utilisation de drones pendant les manifestations, comme ici à Lyon. Bruno Berger, à quoi vont servir ces images qui sont filmées? Alors ces images, comme c'est dit dans le reportage, la police doit les détenir 7 jours, sauf dans le cadre d'une affaire judiciaire, pénale ou administrative, où là, elles peuvent être mises à la justice. Ces images, comme à Tours, puisqu'on parle de Tours, l'utilisation a été validée par le préfet, c'était sur un parcours bien ciblé, parce que c'est pareil, on ne peut pas prendre, c'est au cas par cas, comme j'ai dit, donc on ne peut pas prendre sur l'ensemble de la manifestation. Donc c'est des cas ciblés où il y a déjà eu des faits du temps des Gilets jaunes. Il faut savoir que Tours a été quand même la ville la plus meurtrie par les débordements lors des manifestations Gilets jaunes. Donc le fait en amont de pouvoir filmer des divagations sur la voie publique, des rassemblements de casseurs, je trouve que c'est un bon élément. Plusieurs associations dénoncent les arrêtés pris par les préfets, dénonçant un dispositif dangereux au regard des libertés fondamentales. C'est quoi le risque? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, on peut résumer ça en une phrase, celle du père fondateur des États-Unis, Benjamin Franklin, qui disait « Si un peuple est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, il ne mérite ni l'une ni l'autre et il perdra les deux ». Vous comprenez les craintes
On comprend les craintes. Et d'ailleurs, comme disait monsieur tout à l'heure sur les drones pendant le confinement, notre organisation n'était pas forcément favorable. Hein, donc on n'est pas favorable à tout. Maintenant, et dans le cadre du maintien de l'ordre notamment, c'est un superbe outil. Après, qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des recours, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le Conseil d'État et la CNIL, parce que la CNIL s'est penchée aussi sur le décret, ont donné leur avis. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de restrictions. Donc moi, je crois en la justice de notre pays, je crois en le bien fondé de ces images. Et sur le cadre police et dans ce type de rassemblement, c'est tout à fait opportun. Vous pensez qu'elles peuvent être détournées, les images ? Tout à fait. Et le risque également, c'est que l'exception devienne la règle. On l'a vu avec l'état d'urgence, par exemple, suite à l'attentat du Bataclan. C'était le 13 novembre 2015. Il y a eu une législation d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Et ensuite, il y a eu la loi SILT de 2017 qui a entériné cela. C'est devenu le droit commun. C'est-à-dire que l'exception devient la règle. Et là, c'est le risque au cœur. On sait que l'utilisation des drones doit être l'exception. Il est utilisé. Et le risque, c'est que ça devienne finalement, là encore, quelque chose de commun, que ça rentre dans le droit commun, alors que ça doit être utilisé véritablement à titre purement exceptionnel. Et pour assurer notre sécurité, un autre exemple, en Eure-et-Loire, on va utiliser, la préfecture a autorisé l'utilisation des drones pour surveiller les rodéos urbains. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Je vais dire également oui, parce que regardez, qu'est-ce qui se passe dans les rodéos motos ? Les policiers prennent en charge les scooters ou les motos, qui bien souvent les individus ne sont pas identifiables, prennent des risques énormes. Donc il est toujours reproché aux policiers de courir après eux. D'ailleurs, il y avait même une note interne au niveau de la préfecture de police pour interdire ces courses-poursuites. L'avantage des drones, c'est qu'on va cibler l'endroit où les gens vont déposer les motos. Donc le but, c'est d'intervenir pour prendre les motos, savoir s'il y a un receleur de motos. Voilà. Donc l'enquête va pouvoir se poursuivre sans faire prendre de risques aux policiers, mais sans faire prendre de risques aux délinquants. Donc, dans cet avantage, je crois que tout le monde est gagnant-gagnant. Et la population cherche également pour les rodéos motos à avoir une réponse. Et ça fait partie des réponses qu'on peut apporter. Avant de lancer le prochain sujet, je voudrais quand même que vous nous donniez votre avis. Est-ce que là, c'est une bonne utilisation des drones pour les rodéos urbains ? Non, parce que l'utilisation doit être, là encore, exceptionnelle. Et le texte prévoit de manière non permanente. En matière de lutte contre l'insécurité, ça doit être tous les jours, ça doit être quotidien. Et ensuite, ce drone, il ne va pas se contenter de filmer des délinquants. Il va filmer chacun qui peut se trouver là. Et chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est l'article 9 du Code civil. Et on peut être attaché légitimement à ce qu'il faille son accord, son propre accord, pour être filmé par un drone, pour que les images ensuite soient utilisées. Chacun n'est pas un délinquant, or chacun peut être filmé dans un tel cas. Et quand les drones se retournent contre nous, devenus ces dernières années une arme aussi dans les mains des délinquants, utile par exemple pour faire des repérages avant un braquage ou pour préparer une évasion, le phénomène est pris au sérieux par les forces de l'ordre. Voyez ce reportage d'Éric Pelletier. C'est devenu la bête noire des services de sécurité, le drone. Placé dans de mauvaises mains, il est le nouveau complice des délinquants. Repérage pour un cambriolage ou livraison express en prison. Ce ne sont plus des scénarios de fiction. C'est l'une des dernières affaires où des délinquants sont suspectés de l'avoir utilisé. 2 hommes, jugés dans le Calvados, ont reconnu une série de vols de voitures à domicile. Point commun entre plusieurs victimes, elles ont entendu un drone survoler leur maison peu avant les faits. Le drone, déjà utilisé pour faire entrer clandestinement des produits de toutes sortes en prison, comme au centre pénitentiaire de Perpignan. Ça s'est passé ici, le drone est passé par-dessus le filin anti-projection et a atterri sur la cour de promenade où les détenus ont récupéré le drone. En priorité, ils ont récupéré évidemment les produits illicites que le drone transportait. Les détenus ont expliqué s'être fait livrer du matériel informatique, mais pour les surveillants, l'alerte aurait pu être beaucoup plus sérieuse. Nous, notre crainte, c'est les armes. On a peur qu'un jour, des armes de l'explosif rentrent de cette manière. Les établissements pénitentiaires cherchent la parade. 42 seraient aujourd'hui équipés de systèmes anti-drones, comme Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Mais il y a encore plus dissuasif, le fusil anti-drone. Une valise embarquée donne l'alerte.
Ce système est utilisé par la gendarmerie et son unité spéciale, chargée notamment de la protection de l'Élysée et du chef de l'État. Donc lui, il va assurer, grâce à ses moyens d'aider à la détection du drone, pour pouvoir transmettre rapidement cette information à l'opérateur brouilleur, qui lui va assurer la neutralisation du drone. Le fusil coupe les ondes entre l'appareil et sa télécommande. Le pilote perd le contrôle de l'engin. Quelle que soit l'intention, le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Bruno Berger, ça fait partie des nouvelles missions aussi de la police, c'est la lutte anti-drone, c'est complexe? C'est très complexe, oui, parce que là, dans le cadre, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout encadré. C'est fait de manière volontaire et pour amener. On parlait des prisons, par exemple, des armes aux détenus, des téléphones, etc. C'est pour, par exemple, faire voler un drone pour voir sur des missions de police des interpellations. Donc voilà, là, c'est pas du tout encadré, c'est tout à fait délinquant. Donc là, effectivement, il faut lutter contre et la lutte est en cours. Il y a une crainte d'une attaque terroriste par drone lors des Jeux Olympiques de 2024. C'est en tout cas ce que craignent les autorités. Là, c'est sérieusement pris au sérieux par les autorités. C'est un vrai risque. Je suppose, oui. Il y a des mesures qui sont prises à Châteauroux parce qu'on accueille aussi une épreuve, nous, dans notre région. Je pense, enfin sans dévoiler, mais je pense que le ministère de l'Intérieur s'est préparé à cette éventualité. Et donc, comme on disait tout à l'heure, la loi, enfin le décret qui est sorti en 2023 prépare également la suite pour les Jeux Olympiques. Là, ce serait une bonne raison d'employer des drones pour survoler les sites qui accueillent des épreuves pour les Jeux Olympiques comme à Châteauroux? Alors tout d'abord, on sera d'accord sur la nécessité de lutter contre l'utilisation de ces drones dans ce cadre finalement de délinquants. On est d'accord sur ce point-là, bien entendu. Maintenant, c'est vrai que l'utilisation des drones, on le voit dans la guerre en Ukraine, et de plus en plus utilisé. Les drones portent des bombes et vont les lâcher sur l'ennemi, c'est de plus en plus utilisé. Alors maintenant, dans le cadre des Jeux Olympiques qui se tiendront en effet notamment à Châteauroux en ce qui concerne le tir, tout d'abord, la Ligue des droits de l'homme constate qu'il y a ce projet de loi qui a été adopté partiellement, qui remet en cause beaucoup de choses avec l'utilisation de l'ADN, avec la reconnaissance faciale également. Alors on nous dit certes à titre expérimental, mais je constate que le projet de loi prévoit d'aller jusqu'en 2025, c'est-à-dire après la fin des Jeux Olympiques, avec toute la difficulté que ça entraîne vis-à-vis des libertés publiques. Donc j'ai mis de gros doutes. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission.